Bien, il est l'heure de commencer le débat. Oui, c'est bien. Sur la fiscalité de l'argent, il y en a, mais caché. Alors d'abord un tour de table sur le thème du débat. Le thème du débat, de l'argent, il y en a. Alors, qui commence? Eric? Très content d'être là pour évoquer le sujet. Le thème du jour, effectivement, depuis de nombreuses années maintenant au Parlement, les budgets qui nous sont proposés sont construits à l'aune de l'austérité, même si d'aucuns s'en défendent, il s'agit bien d'austérité, de réduction de la dépense publique, parce que, nous dit-on, la France, les pays d'Europe, enfin en général les États, n'auraient plus les moyens de financer la protection sociale, par exemple, les dépenses d'éducation, les dépenses de logement, les salaires, la formation, etc. Enfin, tout ce qui fait que le monde est un peu plus civilisé. De l'argent, il y en a. Et la deuxième idée, c'était de dire aussi que les fraudeurs ne sont pas nécessairement ceux qu'on nous désigne régulièrement dans les médias. Les fraudeurs au RSA, aux allocations de tous ordres, ça coûte, oui, quelques centaines de millions par an, effectivement, mais je voudrais qu'avec les chiffres de l'évasion fiscale, on n'est pas dans la même échelle du tout, loin s'en faut. Et donc, au terme de ces travaux, effectivement, je dirais l'objectif avait été atteint, puisque les chiffres de l'évasion fiscale, on ne va pas trop vous en donner, mais quelques-uns quand même pour donner quelques repères. On a fait 3 constats essentiellement à l'issue de ces travaux. Le premier constat, c'est que la perte fiscale pour le budget de la République, c'est estimé entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année. Pour mémoire, le déficit prévu pour cette année 2016 est de 74 milliards, donc vous comprenez tout de suite qu'on est dans la fourchette exactement de ce que l'évasion fiscale ou l'optimisation, mais on précisera dans le débat la nuance qu'il peut y avoir entre les deux, la différence. On est dans la fourchette exactement. Le budget de la République cette année, c'est 300 milliards en recettes et 374 milliards en dépenses. Donc c'est dire si l'enjeu est fort. Une étude sérieuse a été menée par un économiste français qui s'appelle Gabriel Zucman, et son étude a été reconnue. Il est professeur d'économie, il enseigne à Londres, et il estime que 8% de la richesse mondiale est stockée, gérée dans les paradis fiscaux, dans les territoires offshore, comme on dit en anglais. Mais tout le monde parle anglais à Chambéry, m'a-t-on dit. Oui, oui. Nos problèmes. Nos problèmes, voilà, bravo, c'est confirmé. Non. Oui, le globish. Donc 8% de la richesse mondiale, ça fait 5800 milliards de dollars. 5800 milliards de dollars. Vous voyez ? Le PIB du monde, pour donner une échelle, c'est 75 000 milliards de dollars, ce que le monde crée chaque année, les 7 milliards d'humains, avec évidemment de fortes inégalités, bien sûr. Mais la richesse globale, c'est 75 000 milliards, et bien il y en a 8% qui est géré offshore. Donc voilà pour les échelles de chiffres. Donc effectivement, de l'argent, il y en a un peu, l'argent privé. Ce sont les États qui sont privés d'argent parce que, avec ces phénomènes d'évasion et d'optimisation, de réduction de la charge fiscale, etc., eh bien les États sont mis à la diète depuis des années et donc nos budgets sont inscrits dans l'austérité, dans la réduction de la dépense publique, qui est honnie aux yeux de certains, alors qu'elle a une utilité, y compris pour la croissance économique des États et des peuples. Donc voilà, de l'argent, effectivement, il y en a. J'avais des convictions avant de commencer ces travaux. Maintenant, j'ai des certitudes sur ce point. Voilà, je n'irai pas plus loin dans le préambule. Je passe la parole ensuite à Alain. Non, à Michel. À Michel. Michel. Nous sommes confrontés pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à un risque de disparition très forte d'une partie de l'assiette fiscale, c'est-à-dire d'une partie de la matière taxable qui sert au financement des dépenses collectives de la société. Nous avons, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des sociétés dont les budgets dépassent les budgets de grands États du monde. Ce sont ce qu'on appelle dans le jargon les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et autres, qui sont des sociétés mondialisées avec des budgets énormes, avec une capacité au regard de leurs activités d'optimiser totalement les lieux où elles vont être imposées pour choisir les endroits finalement les plus attractifs et avec donc un problème de disparition de l'assiette fiscale. Le vote à l'unanimité des rapports n'est pas fortuit.
Évidemment, on ne partage pas les mêmes solutions, c'est clair. Mais on a bien senti que cette situation, et je crois que Michel l'a très bien dit, ne peut pas durer. Ne peut pas durer parce que cette société va basculer. Une société qui peut avoir sans impôts est une société demain sans État, sans élus. Et ça veut dire, il vous en parlera, mon frère qui a fait cette expérience dans la Silicon Valley, ça veut dire des multinationales largement implantées qui gèrent le monde entier à leur façon et qui décident de l'endroit où ils verseront leurs impôts. Je veux dire, encore une fois, le budget de la France, donc 300 milliards en recettes, il y a en gros 35 milliards d'impôts sur le revenu, impôts aux sociétés aujourd'hui, 70 milliards pratiquement d'impôts sur le revenu que nous tous payons, et 140-150 milliards de TVA, donc que tout le monde paye. Quand on dit qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts, si tout le monde, vous achetez un 40 bars, une boîte d'allumettes, vous payez de la TVA, et donc vous contribuez au budget de la République. La moitié des recettes de la République, c'est la TVA. C'est nous tous. D'accord ? Alors, on nous dit l'impôt est insupportable. Mais attendez, il faut quand même rétablir un peu les choses. Parlons de l'impôt société. On nous dit que l'impôt société est dissuasif, matraquant, etc. L'impôt société en France, il est à 33,3. Aux États-Unis, 35%. Hein ? En Irlande, 12,5%. Hein, on comprend qu'Apple, le groupe américain, vienne s'installer en Irlande pour ces raisons-là. Et en fait, ils ne sont même pas 12,5% parce qu'effectivement, Alain l'a rappelé, Apple est effectivement à 0,005% d'impôt. Vous avez vu l'épisode d'Apple fin août, révélé suite à l'offensive de Margrethe Vestager, la nouvelle commissaire européenne, qui a pointé Apple en disant il manque 13 milliards au budget de la République d'Irlande. 13 milliards, c'est 20% des recettes de la République d'Irlande, quand même. La République d'Irlande, c'est 64 milliards d'euros par an, leur budget, 4,5 millions d'habitants. 13 milliards que Apple n'a pas payé à la République d'Irlande avec l'accord et la complicité du gouvernement. Le gouvernement irlandais a dit non, nous on ne veut pas récupérer les 13 milliards. Non. Parce que Apple dit à l'Irlande, écoutez, moi je viens chez vous investir, créer de l'emploi, et donc il faut me faire un tarif fiscal intéressant, ou alors je m'en vais ailleurs. Quand on dit le politique n'a plus le pouvoir, voilà une illustration concrète. Alors, j'ai lu un papier dans un journal irlandais, fin août, quand l'affaire a éclaté, et le journaliste se posait la question de savoir, mais qu'est-ce que l'Irlande aurait pu faire avec ces 13 milliards d'euros ? Avec ces 13 milliards d'euros, l'Irlande aurait pu construire, Annie, 20 hôpitaux à 650 millions. Un pays de 4,5 millions d'habitants. C'est le Nord-Pas-de-Calais, l'Irlande. Vous voyez ? Avec ces 13 milliards d'euros, l'Irlande aurait pu tripler les crédits alloués à la construction de logements sociaux. Voilà concrètement les conséquences pour le peuple de ce qu'un seul groupe comme Apple, effectivement, refuse de payer. Moi, je pense qu'ici, vous êtes quand même un certain nombre à payer un impôt et que vous, comme moi, on n'a pas forcément vraiment la possibilité de pratiquer ni l'évasion fiscale, ni l'optimisation fiscale. Donc il y a bien un système qui est mis en place et qui favorise tout à la fois l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. La finance a bien gonflé en haut, effectivement, vous voyez, la pyramide des coupes de champagne qu'on remplit par le haut, là, vous avez toute cette image en tête. Mais le problème, c'est que le champagne ne descend pas jusqu'en bas. Et aujourd'hui, on a effectivement une bulle financière considérable et des inégalités énormes de par le monde, en France, en Europe et dans le monde. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans le monde qu'aujourd'hui. C'est Stiglitz qui citait cet exemple. Vous prenez les 62 personnes les plus riches du monde, personnes physiques, voilà, qui détiennent autant d'argent, de fortune, que les 3,5 milliards les moins riches du monde. 62 et la moitié de l'humanité de l'autre côté. Donc un bus et le reste du monde. Le reste, la moitié du monde, quoi. Donc voilà, le monde, il fonctionne. On ne peut plus fonctionner comme ça. Et tout ça s'aggrave de jour en jour. La finance continue d'augmenter, continue de croître, d'accélérer son rythme. Alors évidemment, il faut une progressivité de l'impôt, bien sûr. Il faut que les grands groupes du CAC 40 en France soient imposés au même taux que le boulanger du coin, ou le coiffeur, ou l'artisan, la PMI, la PME du secteur, ici ou ailleurs, parce qu'il n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires en 2009 qui a fait une étude là-dessus, et a démontré que le taux moyen pour les grands groupes du CAC 40 aujourd'hui en France était à 8%, 7%, voire moins pour certains, alors qu'on est à 33,3% pour tous les autres. Là, il y a une injustice fiscale. Là, il y a une réforme à mener, effectivement. Alors, donc, progressivité, oui. Justice entre les entreprises, oui, bien sûr. Équité. Et puis surtout, pour qu'il y ait consentement à l'impôt, parce que sans consentement à l'impôt, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république non plus. Il faut que personne n'échappe à l'impôt. Et a fortiori, un ministre du budget. Il y a une question que je me pose.
Au niveau du traité, le TAFTA, ça va arrêter quoi? Est-ce que quelque part, le TAFTA, il parle justement de faire cesser cette gabegie financière qui quand même tue des peuples. On nous restreint quand même la santé en France du fait de la fraude fiscale. Parce que les milliards qui ne sont pas rentrés dans les caisses, on les enlève de la protection sociale, entre autres. Voilà. C'est intéressant d'évoquer ça parce que ces traités, c'est pas le hasard non plus, quoi. Ça participe d'une stratégie mondiale du nouveau libéralisme pour diminuer le pouvoir des États. Dans le TAFTA, on sait que les grands groupes comme Apple pourraient demain traduire en justice un État. Imaginons que Hollande, pris de remords, décide demain d'augmenter le SMIC de 35%. Je rêve, hein. Mais imaginons. Bon, voilà. Évidemment... Elle n'est pas à 68. Non. Non, mais voilà. Imaginez qu'on prenne cette décision en France, le gouvernement français pourrait être attaqué par ces grandes multinationales qui disent « Mais vous allez nuire à mon équilibre économique, monsieur, moi je vous mets au tribunal. » C'est ça le TAFTA, je fais court, mais c'est ça. Je ne partage pas forcément la vision qui est celle du monde idéal dont rêveraient les dirigeants de Google, d'Amazon ou autres. Je suis peut-être un peu naïf, mais bon, je pense qu'il y a aussi des progrès qui sont apportés. Le fait que Google puisse contribuer à de la recherche médicale avec des méthodes qui sont différentes, avec ce qu'on appelle les théories de rupture en matière de recherche, est sans doute un avantage, et sans doute un bien pour l'humanité. Ce qu'il faut, c'est qu'à côté, il n'y ait pas le dévoiement, effectivement, de sociétés qui prennent le pas sur ce qu'est une organisation démocratique du monde, avec des États, avec des citoyens qui choisissent des dirigeants, qui choisissent un modèle de société. Donc il faut, en la matière, éviter de jeter le bébé et l'eau du bain, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Faut-il encore que du coup la recherche vue par Google soit une recherche encadrée et qui se fasse au bénéfice de toutes et de tous, et que par exemple sur la recherche médicale fondamentale, que la recherche fondamentale ne soit pas délaissée au profit de la recherche appliquée pour avoir un brevet dans tel ou tel médicament que ensuite Google évidemment récupérerait. Donc voilà, je pense qu'en effet des grosses multinationales telles que Google avec des revenus énormes, si elles voulaient véritablement faire de la recherche pour l'ensemble des habitants du monde, ça pourrait être un bien. Mais connaissant un peu Google et l'ensemble de ce qu'on appelle les GAFA, les fameux 4 grands du numérique, Google, Apple, Facebook, et puis j'oublie toujours le 4e, Amazon. Connaissant un peu leur logique, je doute qu'ils viennent dans la recherche avec cet esprit-là. Mais bon, je suis peut-être un peu trop naïf et moi peut-être un peu trop orienté communiste. Mais il y a bientôt des échéances importantes et je crois que si on veut qu'à l'Assemblée nationale on ait des députés qui aient envie de rendre des comptes au peuple, qu'on ait des députés qui aient envie de faire bouger nos institutions, il faut que nous-mêmes en tant que citoyens on s'empare de cette élection et on permette à ce que ces députés ils soient élus justement pour faire changer ce système que l'on dénonce. Parce que beaucoup, et malheureusement on en connaît tous autour de nous, même parfois des proches, beaucoup se réfugient dans l'abstention. Mais l'abstention, ça va laisser toujours les mêmes faire ce qu'ils veulent.